Bien, bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens à Lorient, je suis ravi. Voilà, je vais parler de mes travaux de thèse, donc une thèse que j'ai soutenue il y a un peu plus d'un an maintenant, à la fin de l'année 2014, à l'Université du Maine et au CREA. Ma thèse portait sur l'utilisation des végétaux dans les rites de la mort depuis l'Antiquité, depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, en France et en Italie. Et mes outils étaient principalement la fouille archéologique, les sources écrites et surtout l'archéobotanique et en particulier la palynologie. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas essayer de présenter l'intégralité de ce sujet. Ça aurait été sans doute trop ambitieux et j'ai préféré me centrer sur une partie seulement de mon travail qui concerne plus particulièrement les procédés d'embaumement. Et alors là, je vais essayer de briser justement les barrières chronologiques puisque je vais partir de la fin du Moyen-Âge, du XIVe siècle, pour atterrir au XIXe. Donc je vais même dépasser les bornes de la période moderne parce que c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas, que la fin du Moyen-Âge, les bornes académiques de la période ne marquaient en rien un changement dans les pratiques que je suivais et qu'il était plus pertinent d'aller en voir la fin après l'Ancien Régime. Voilà. Ce que je vais présenter ici, c'est, je tiens à le dire, un travail collaboratif que j'ai mené certes dans le cadre de ma thèse, mais que j'ai mené avec beaucoup de partenaires, de disciplines différentes, comme des archéologues, des historiens, des archéobotanistes, mais qui viennent aussi de milieux différents, donc le milieu académique, le CNRS, les universités, et aussi, pour une grande partie, les acteurs de l'archéologie préventive publique, les collègues de l'INRAP, et privés. Voilà. Avant de commencer, il faut aussi préciser le terme d'embaumement. Donc ici, je ne parlerai que de traitement effectué sur le cadavre en évacuant tous les cas de momification naturelle. Je me restreindrai aussi à l'embaumement interne, et j'entends par là une opération invasive qui porte atteinte à l'intégrité physique de la dépouille. Enfin, il s'agit d'opérations visant à conserver le corps pour un temps plus ou moins long, mais le terme exclut tous les autres types d'interventions sur le cadavre. Assez spontanément, l'embaumement évoque des pratiques mortuaires antiques, égyptiennes en particulier bien sûr, mais ici on va voir qu'il constitue également une composante absolument importante des funérailles des élites en Occident à des périodes beaucoup plus récentes. On sait par les textes que des traitements prétendument conservatoires étaient pratiqués au haut Moyen-Âge, mais on n'en connaît pratiquement pas les modalités techniques. En fait, les textes mentionnent une simple mention, aromatibus conditum, à propos du cadavre, donc on sait que le cadavre a été traité avec des aromates, mais rien de plus, aucune précision. Le premier cas d'embaumement invasif réellement attesté par les sources écrites, c'est celui de Charles le Chauve, qui meurt en 877. L'empereur meurt à Avrieux, en Savoie, et son corps doit être rapatrié à la nécropole royale de Saint-Denis, en région parisienne. Pour ce faire, le corps est éviscéré et rempli de vin et d'aromates, et on sait que c'est un boucher qui réalise l'opération. Bon, en fait, cette opération est un échec total, puisque après environ 200 km, l'odeur est pestilentielle, le corps devient intransportable totalement. Alors bon, l'histoire est assez cocasse, on le met dans un tonneau enduit de pois et fermé, mais bon, rien n'y fait. Et tant et si bien qu'on est obligé de l'enterrer en urgence sur le chemin. Et l'histoire s'arrête là temporairement, puisque ce n'est que 7 ans plus tard qu'on vient exhumer les restes de Charles le Chauve pour les transporter dans un état un peu plus convenable jusqu'à Saint-Denis. À partir du Moyen-Âge central, les mentions d'embaumement deviennent beaucoup plus fréquentes. Elles concernent les empereurs ottoniens, des abbés, des comtes. Au XIIe, XIIIe, on a aussi des exemples chez les rois d'Angleterre, normands puis plantagenets, en France chez les capétiens, chez les chevaliers croisés. Dans la majorité des cas, c'est là encore le transport du cadavre sur une longue distance qui motive l'opération. Au XIVe et XVe siècle, l'embaumement tend à se répandre encore au sein de toutes les grandes familles royales, ducales, comtales et même pour les papes.
C'est vraiment à la période moderne qu'on voit l'explosion de la pratique au sein de nombreuses cours princières d'Europe, alors dans beaucoup de pays, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, au Danemark, et j'en oublie. Elle est aussi adoptée par les élites de moindre rang, dans la noblesse, la bourgeoisie et le clergé parfois. En fait, l'embaumement survit à l'Ancien Régime pour disparaître tardivement au cours de la première moitié du XIXe, c'est par les nouvelles techniques par injection artérielle qu'on pourrait rapprocher de la thanatopraxie actuelle, qui est largement pratiquée. Le dernier roi français à être embaumé selon la méthode médiévale par éviscération, c'est Louis XVIII en 1824. Entre la fin du IXe siècle et le XIIIe siècle, donc je le disais, les sources écrites demeurent extrêmement laconiques quant à la chaîne opératoire de l'embaumement. On comprend quand même que le traitement repose fondamentalement sur une éviscération et sur l'application d'un baume dont la composition reste extrêmement floue. En fait, ce n'est qu'à partir du XIVe siècle, puis tout au long de la période moderne, que les textes techniques, entre guillemets, se multiplient et se précisent. On retrouve plus d'informations dans les encyclopédies chirurgicales et pharmaceutiques, en France comme dans d'autres pays. Parmi les auteurs précurseurs, on peut citer les chirurgiens Henri de Mondeville, Guy de Chauliac et de nombreux autres un peu plus tardivement, Ambroise Paré, Jacques Guillemot par exemple. Et on se rend compte, grâce à ces textes, que même si les méthodes sont assez variables, l'opération repose le plus souvent sur 7 étapes qui n'évoluent pratiquement pas pendant plus de 5 siècles. Ces étapes sont les suivantes. Donc la première, c'est l'ouverture des cavités et l'exérèse des viscères. Alors les cavités à la fois abdominales, thoraciques, mais aussi dans de nombreux cas crâniennes, puisqu'on retire également le cerveau. La deuxième étape, c'est la préparation des viscères avec le baume. Donc les organes sont embaumés à part et peuvent être aussi inhumés à part ou éliminés. Troisième étape, c'est l'incision et ou la lacération de la peau et des membres, c'est-à-dire qu'on va effectuer de longues incisions le long des membres, notamment sur le long des artères et des veines, pour évacuer le sang, qui est un vecteur principal de la décomposition. La quatrième étape, c'est le traitement interne des cavités avec le baume, donc on va frotter le corps, l'intérieur du corps avec des substances parfumées sur lesquelles je vais largement revenir. Cinquième étape, application externe du baume. Donc là, c'est la peau à l'extérieur du corps qu'on va oindre, qu'on va traiter avec cet onguent. Le corps, en sixième étape, est ensuite enveloppé dans un linceul ou dans une toile de lin serrée. Et enfin, il est mis en bière, quasiment systématiquement, dans un cercueil de plomb. Dans la majorité des cas, il faut bien reconnaître que le procédé ne fonctionnait guère. On l'a vu avec Charles Le Chauve, par exemple. Et ce sont en fait des squelettes secs que l'on retrouve en fouille. Mais je voudrais quand même montrer que l'embaumement peut laisser quelques traces sur les ossements et qu'il est très facile de les voir à l'œil nu. Là, ici, par exemple, un cas de craniotomie. Donc, je crois que le sillage de la boîte crânienne est relativement évident, facile à déceler. On voit aussi des marques de raclage sur l'os. Ici, un cas de sternotomie, donc d'intervention à l'intérieur de la cage thoracique par sciage du sternum. Donc là encore, la trace est extrêmement lisible. Alors dans d'autres cas, les chirurgiens font le choix de ne pas scier le sternum pour accéder à la cage thoracique, mais de scier les cartilages sternocostaux, qui se trouvent ici donc sur la figure en jaune. Alors le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, les cartilages ne se conservent pas dans les sédiments. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile pour l'archéologue de mettre en évidence ce type d'intervention. C'est parfois même impossible. Et alors dans d'autres cas, comme quoi les procédés sont quand même assez variables. Dans d'autres cas, les chirurgiens vont choisir de ne pas accéder à la cage thoracique par le sternum, mais par l'abdomen, donc par une laparotomie. Et à ce moment-là, on n'aura aucune trace sur les ossements. Mais on a d'autres témoignages, et j'aime bien cet exemple, qui est le gisant du tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne, à Saint-Denis. Et on voit, la photo est pas excellente, mais on devine là sur la photo l'incision, en fait, la cicatrice représentée par l'artiste et qui a été laissée sur l'abdomen de Louis XII.
En tant qu'archéobotaniste, je me suis davantage intéressé aux baumes utilisés pour embaumer le corps, et dont l'intervention est fondamentale dans le procédé d'embaumement. Et j'ai plus particulièrement cherché à comprendre quels étaient les ingrédients de ce baume et pourquoi ils étaient sélectionnés. Je me suis d'abord tourné vers les sources médicales qui en indiquent la composition. En cours de thèse, j'ai réussi à réunir un corpus de 17 textes, datés de la fin du XIIIe jusqu'au début du XIXe. Et je me suis limité à la France et à l'Italie, qui était pour des raisons plus larges l'aire d'étude de ma thèse. J'ai aussi écarté de nombreux textes dont on ne connaissait pas les auteurs et qu'on ne pouvait pas dater. Ces textes, ils nous apprennent que le baume est en fait une poudre qui est composée de très nombreux ingrédients. Celle-ci, elle peut être mise en solution dans du vin ou de l'eau de vie pour laver les chairs. Elle peut être utilisée en tant que poudre pour bourrer les cavités internes ou rendue pâteuse avec des résines pour oindre la peau. Le dépouillement de ces textes a montré l'utilisation de 137 ingrédients, en moyenne 32 par recette. C'est dire la très grande variabilité des recettes de baume. Ces ingrédients, ils peuvent être classés en 6 catégories. Alors, en tête de liste, on a les organes végétaux, que sont les fleurs, les feuilles, les racines, les fruits et l'écorce. On a aussi des extraits végétaux, donc des exudats, des résines ou des gommes, mais aussi des produits issus de transformations mécaniques, par pressurage ou chimique, comme la distillation. On a également quelques matières minérales, comme la lin, quelques matières animales, la cire, le miel parfois, mais de façon assez rare. On a d'autres ingrédients qui ne sauraient être catégorisés, comme le mercure par exemple, qui est le seul métal en fait de la liste. Et puis parfois quelques produits qui restent indéterminés pour moi. Les végétaux, à la fois les organes et les extraits, représentent à eux seuls 82% des produits mentionnés. Ils apparaissent systématiquement dans toutes les recettes et de façon très largement prépondérante. Alors je vais d'abord décrire brièvement la première catégorie. Ces ingrédients, ils sont bien sûr beaucoup trop nombreux pour que je m'attarde sur chacun d'entre eux, mais pour définir les traits généraux de la composition des baumes, je les ai regroupés par famille botanique présumée. Alors attention, ces mentions, elles correspondent à des dénominations vernaculaires antérieures à la classification linnéenne. Et l'on ne peut que très rarement les relier avec certitude à des espèces reconnues aujourd'hui par la botanique. Je propose donc des associations par analogie avec les termes vernaculaires d'aujourd'hui, en me reposant aussi sur un examen des sources naturalistes et des images naturalistes de l'époque. Les associations que je propose, elles ont valeur d'hypothèse et elles peuvent être discutées. 27 familles botaniques ont été dénombrées au total, mais seules 10 d'entre elles apparaissent dans plus de la moitié des documents. Certaines comptent beaucoup de représentantes, notamment les lamiacées, les apiacées et les astéracées. Alors je vais revenir un peu là-dessus. En fait, ce trio rassemble parmi les plantes les plus souvent utilisées. Alors, chez les lamiacées, c'est des plantes que vous connaissez tous, des plantes aromatiques comme la lavande, la marjolaine, le romarin, la sauge, le thym, la menthe. Chez les apiacées, on va retrouver en particulier le cumin et l'angélique. Et puis chez les astéracées, on aura des plantes comme l'absinthe et l'émile. Mais d'autres plantes sont aussi particulièrement privilégiées. On pourra citer quelques exemples, la cannelle, le clou de girofle, l'iris de Florence, la muscade, la gentiane, la rose ou le bois de santal. Dans quelques cas, les auteurs s'attachent aussi à préciser quels sont les organes utilisés pour chaque plante, mais ce n'est pas systématique. On remarque ainsi par exemple que les lamiacées, donc les plantes aromatiques, mais aussi les astéracées sont surtout sélectionnées pour leurs feuilles et leurs fleurs, tandis que les apiacées, comme le cumin, le sont davantage pour leurs semences. On note aussi, entre autres, l'écorce de cannelle, les racines de gentiane et d'iris de Florence, et les fruits des rutacées, que sont par exemple l'orange et le citron. Après les organes végétaux, plus de 33 extraits végétaux ont été relevés. Parmi eux, l'aloès et la myrrhe semblent essentiels, ils sont quasiment systématiques. Le premier, donc l'aloès, est un suc, probablement issu d'aloès africain ou asiatique, et plus tardivement des Caraïbes. La myrrhe, quant à elle, peut désigner une résine collectée sur plusieurs commiphora de la péninsule arabique ou de la Corne de l'Afrique. On va retrouver d'autres produits comme le styrax, le benjoin et l'encens. Mais tous ces produits ont la caractéristique qu'il est en fait pour nous extrêmement difficile d'en retracer avec
précision, avec exactitude, l'origine botanique. On a une idée de la région d'où ils proviennent, on a une idée du type de plante, y compris l'encens, du type de plante dont ils sont extraits, mais on ne saurait dire exactement de quelle plante il s'agit, et ça les textes évidemment ne nous le disent pas. Voilà. Et puis on a aussi un certain nombre de produits de provenance beaucoup plus proche, pour la térébenthine par exemple, entre autres. Voilà, en guise de synthèse sur les organes et les extraits, il faut donc retenir que les recettes étaient extrêmement variables, même si certains ingrédients s'avèrent quand même récurrents, voire indispensables. Et par ailleurs, je n'ai pas mis en évidence d'évolution flagrante des recettes entre le XIVe et le XIXe siècle, sinon l'apparition de quelques produits américains dès l'ouverture des nouvelles routes commerciales. Alors j'ai trouvé assez amusant de comparer les textes issus des sources médicales à d'autres types de sources. Et je pense par exemple aux sources comptables, en particulier les comptes de funérailles. Je vais prendre un exemple fameux, celui de Philippe le Bon. Philippe est duc de Bourgogne, on est donc au sommet de l'élite princière, et il meurt à Bruges en 1467. Et le document enregistre l'ensemble des dépenses liées au convoi funèbre, à l'enterrement dans la collégiale Saint-Donatien de Bruges, ainsi qu'à la préparation du corps. Et ce texte est absolument génial, pour moi. Il dresse la liste des ingrédients de l'embaumement, avec les quantités, ce dont les sources médicales nous donnent assez peu. Mais on a aussi les tarifs de ces ingrédients, on va savoir combien ça coûte. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Alors, les poids sont en livres et en onces, et les tarifs sont en livres et en sous. Attention donc de ne pas confondre la livre masse et la livre monétaire. Pour simplifier le tableau, j'ai converti tous les poids en livres et tous les tarifs en sous. On retrouve ici nos organes végétaux, dont le cumin et la muscade habituels, mais aussi le bois d'aloès, le cerfeuil, la noix de cyprès, l'écorce de grenade et l'azédoère, à hauteur de 14 livres et demi. Et il faut ajouter, ça c'est intéressant, 4 mandes et demi, donc des sortes de paniers, d'herbes et de fleurs, et là l'auteur du texte ne nous donne pas avec précision la composition de ces paniers. Parmi les extraits végétaux, en dessous, on retrouve la myrrhe et l'aloès à raison de 15 livres chacun. On sait que la myrrhe est vendue 8 sous la livre et l'aloès 20 sous la livre. C'est plutôt cher si on compare à la simple pois noire qui est à 1 sou la livre seulement. Mais on a beaucoup plus cher. Un certain baume artificiel qui est ici est vendu 320 sous la livre et représente à lui seul 20% de la facture totale. Et moi j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, mais ça évidemment on ne le sait pas. Notons que l'huile de muscade n'est pas non plus donnée, 60 sous la livre, et l'encens est beaucoup moins cher, seulement 6 fois plus cher que la poix, c'est dire que le produit est en somme assez courant. Au total, ce sont environ 92 livres d'ingrédients qui sont achetés, plus les fameux paniers d'herbes et de fleurs, soit vraisemblablement plusieurs dizaines de kilos d'aromates. Et les organes végétaux sont payés 202 sous, beaucoup moins cher que les extraits végétaux qui, eux, sont facturés 953 sous. Je passe sur les quelques matières minérales à 28 sous qui sont assez négligeables. Passons à la caisse. Pour résumer, on a donc une dépense de 1203 sous facturée par l'apothicaire, un certain Jaspard Mathieu, pour les ingrédients de l'embaumement. Cet apothicaire, il se paye lui-même, il se salarie à hauteur de 184 sous. Et puis on a aussi les 2 chirurgiens qui vont opérer le corps, qui vont se payer chacun 120 sous. On a un total donc pour l'embaumement de 1627 sous. Alors si je convertis en des termes un peu plus corrects, 81 livres et 7 sous. Pour comparaison, la fabrication du cercueil de plomb, elle, ne coûte que 12 livres, comptant la matière première, le plomb, et le salaire du plombier. On sait aussi que plusieurs maçons ont œuvré pendant 10 jours à la construction du tombeau dans la collégiale. Pour un salaire individuel de 9 sous par jour, l'embaumement a donc coûté l'équivalent de plus de 180 journées de travail d'un maçon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit vraiment d'une opération de prestige qui est extrêmement dispendieuse et extrêmement rémunératrice aussi pour ceux qui la pratiquent. Aussi intéressantes soient les sources écrites, médicales, comptables ou autres, elles comportent un certain nombre de limites. Et on l'a vu avec l'imprécision, par exemple, botanique des ingrédients qui sont mentionnés. On a du mal à savoir exactement de quelle plante, au pluriel, de quelle résine il s'agit. Et pour ces raisons, il faut aller chercher des éléments de comparaison archéologiques, et en particulier grâce à l'analyse des macro-restes et du pollen, et je vais le montrer tout de suite.
Des études archéobotaniques menées sur des corps embaumés sont encore assez rares. Mais certains cas nous avaient déjà apporté beaucoup, et je voudrais d'abord saluer l'étude du corps embaumé d'Anne d'Allègre, comtesse de Laval, inhumée dans le château de Laval en 1619. C'est une étude qui a été réalisée conjointement par Marie-Pierre Ruas, carpologue au Muséum à Paris, et Dominique Marguerie, palynologue à Rennes. Et ici, pour la première fois en France, cette étude conjointe, elle atteste archéologiquement de l'utilisation de l'amiacée, l'origan, le thym, le serpolet, et d'une astéracée du genre Artemisia, ainsi que de genévrier. Pour Artemisia, ça peut correspondre à Artemisia absinthium, l'absinthe. Ça peut, comme ça peut être autre chose. On a donc ici des données qui sont tout à fait concordantes avec les sources écrites. À présent, je voudrais m'attarder quelques minutes supplémentaires sur le cas de Thomas Craven, que j'ai eu le plaisir de traiter moi-même en cours de thèse. Thomas Craven, c'est un jeune noble anglais qui est mort en 1636 à Paris à l'âge de 17 ans, de la peste. Son corps a été exhumé, mis au jour à l'occasion d'une fouille préventive dans le Val-de-Marne en 1986. Donc les archéologues ont découvert un cercueil en plomb qui contenait, pardonnez-moi du mot, mais un cadavre, et non pas un squelette. On avait bien un corps dans un linceul avec le volume. Voilà, ici on voit bien, c'est l'état de 86. On voit bien ici les bras joints au niveau du pubis, les mains jointes. On a un linceul fermé d'une cordelette et des chairs. À ce moment-là, le corps embaumé n'a pas été traité en tant que tel. Il a été stocké en chambre froide, dans laquelle il est resté, dans laquelle il est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et l'étude de l'embaumement, des méthodes de l'embaumement et des baumes a vraiment été amorcée en 2008-2009. Voilà. À cette période-là, nous avons. Alors là, j'ai travaillé avec Marie-Pierre Ruas pour la carpologie, moi-même plus pour pollen. Nous avons réalisé une première série de prélèvements pour analyse. Alors pour l'anecdote, c'est vraiment une parenthèse, je voulais vous montrer la reconstitution faciale numérique de Thomas Craven, c'est tout neuf, ça vient de sortir, ça a été publié ce mois-ci. Voilà, c'est un document d'illustration, on en fait ce qu'on veut, mais c'est toujours assez amusant. J'en reviens à l'archéobotanique. Ici, les pollens et les graines ont montré conjointement l'utilisation de deux taxons principaux, alors à des degrés de précision qui sont différents, mais je n'insiste pas là-dessus. Donc les analyses, elles montrent l'utilisation d'une lamiacée, la marjolaine, Origanum majorana, et de l'absinthe, Artemisia absinthium. Et puis, j'avais oublié de le dire avant, on a fait également une analyse de phytolithes, donc de particules siliceuses, fossiles siliceux de plantes, qui nous montrent ici la présence de paille de graminées. Donc on a donc là encore une information qui est tout à fait concordante avec ce que nous disent les textes pour les plantes aromatiques et médicinales. La nouveauté, c'est un peu la paille, parce que ça, les textes ne nous en parlent pas de la paille. Et ce qu'on suppose, c'est que de la paille était utilisée pour redonner au corps son volume initial après avoir été éviscéré. Mais en fait, les textes et surtout les sources comptables, par exemple, vont nous parler des matières qui ont un prix et pas de la paille qui coûte vraisemblablement rien. Donc voilà. En cours de thèse, donc j'ai travaillé sur des cas comme Thomas Craven et j'ai aussi comparé avec d'autres cas d'embaumement qui étaient disponibles dans la littérature pour des pays voisins. Notamment de nombreux cas italiens qui ont été traités par l'équipe du professeur Fornaciari au laboratoire de paléopathologie de Pise. Notez au passage la très très belle marque de thoracolaparotomie sur le corps de Marie d'Aragon. Donc là ici la lecture anthropologique du geste chirurgical elle est extrêmement facile, quoi. Donc on a donc avec tous les cas archéologiques publiés, ceux que j'ai pu analyser moi-même et les sources, on a donc de quoi constituer une très très belle synthèse de la composition des baumes entre le XIVe, la fin du XIIIe et le XIXe siècle.
On s'aperçoit en premier lieu que les deux approches sont parfaitement complémentaires. 15 familles botaniques sont conjointement renseignées par les deux corpus, et on retrouve les traces matérielles de la prédominance des Lamiacées, des Apiacées et des Astéracées, toujours les mêmes. La bioarchéologie, elle apporte aussi son lot d'informations inédites, en révélant parfois l'usage d'autres plantes. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce qu'on peut avoir dans des cas archéologiques publiés. Pour autant, il faut bien reconnaître que ce sont les textes qui signalent le plus d'éléments, avec 21 familles que l'archéologie n'a pas encore montrées. Ce constat, pour moi, il a deux causes. La première, elle est taphonomique, c'est que certains vestiges ne vont pas se conserver archéologiquement. Et la deuxième, elle est méthodologique, et je pense par exemple aux exudats végétaux, aux résines, qu'on n'est pas encore allé chercher. Et pour aller les chercher, il va falloir faire appel à d'autres méthodes, et je pense par exemple à la chimie moléculaire, qui sera indispensable. Donc là, je suis déjà sur des projets. En revanche, l'apport essentiel de la bioarchéologie par rapport aux sources écrites, c'est la précision taxinomique des déterminations des plantes. Et donc on peut, grâce à nos analyses, proposer des hypothèses de précision par rapport aux noms vernaculaires utilisés dans les textes. On peut proposer des déterminations taxinomiques plus précises. C'est vraiment là, en fait, le point fort. On se retrouve donc devant une très large polypharmacie au sein de laquelle les apothicaires sélectionnent au cas par cas les ingrédients de leur baume. Et évidemment, il va falloir s'interroger sur les enjeux pratiques et symboliques auxquels répondent ces substances. En fait, ces substances, même si elles sont variables, elles partagent quand même un certain nombre de caractéristiques communes. D'abord, l'embaumement, c'est une affaire médicale, c'est une affaire de médecins, d'apothicaires et de chirurgiens. Entre parenthèses, la profession d'embaumeur n'existe pas. Et les baumes sont donc empreints des dogmes de la médecine ancienne, qui reposent encore beaucoup à ces périodes sur la théorie des humeurs héritée de l'Antiquité. Ici, on remarque que ce sont surtout des aromates qualifiés de chauds et de secs qui sont utilisés, par opposition à la pourriture du corps, qui, elle, va être qualifiée de froide et humide. Jamais on ne retrouve par exemple de mandragore ou de mauve, qui elles sont des plantes froides et sèches, ou de violettes et de nénuphars, qui sont des plantes froides et humides, qu'on aura pourtant dans d'autres recettes médicinales qui ne touchent pas le cadavre. Guidés par ces principes, les apothicaires ont en fait sélectionné de nombreux produits antiseptiques, comme la plupart des lamiacées par exemple, l'absinthe, la myrrhe ou le benjoin également. L'embaumement avait aussi pour vocation de parfumer le corps, et surtout de masquer les odeurs de la décomposition. Et il n'y a donc absolument rien d'étonnant à noter de très très fortes analogies entre les recettes d'embaumement et les recettes de parfum que l'on connaît pour la fin du Moyen-Âge et surtout pour la période moderne, les recettes de parfum pour le corps ou pour le linge, les recettes de savon également. En fait, une grande partie des ingrédients invoqués est commune à ces deux domaines. Les lamiacées, encore une fois, la menthe, le thym, le romarin, etc., mais aussi la cannelle, la muscade, très utilisée en parfumerie, le citron, enfin son écorce, le laurier, etc. Et les parfumeurs modernes assument également d'emprunter certaines recettes aux médecins. En fait, il y a vraiment un dialogue entre les deux. C'est assez amusant. Outre les fonctions conservatoires et odoriférantes, les baumes déploient aussi toute une symbolique créative qui, à mon sens, est essentielle, en particulier grâce aux extraits végétaux. La myrrhe et l'aloès sont les produits de l'embaumement du Christ selon l'Évangile. Avec l'encens, la myrrhe compte aussi parmi les cadeaux apportés à Jésus par les rois mages. Les baumes partagent, d'autre part, un grand nombre d'ingrédients avec le crème, qui est une huile parfumée très utilisée dans la liturgie, notamment pour les baptêmes, les exorcismes, les consécrations. En fait, je suis convaincu que ces symboles étaient recherchés pour une bonne mort, entre guillemets, et en quelque sorte pour une odeur de sainteté peut-être, je le dis avec un point d'interrogation. Voilà. En guise d'épilogue, je dirais que la recherche continue, et moi-même, j'ai des projets post-thèse là-dessus.
avec de multiples partenaires de l'INRAP, du CNRS ou des partenaires privés. Donc en ce moment, nous avons des jolis cas d'études sur le feu. Pour ne citer que cela, j'évoque voilà, le cas des corps embaumés du couvent des Jacobins à Rennes ou des cercueils de Flers en Normandie. C'est 2 fouilles INRAP récentes et qui nous occupent beaucoup au microscope, notamment avec Delphine Barbier qui est là. Voilà, je vous remercie.